On ne risque pas d'être englouti, pour revenir au début de la question, on ne risque pas du tout d'être englouti par un quelconque trou noir, le trou noir galactique qui est extraordinairement loin, les petits trous noirs distellaires qui se forment juste par des étoiles qui sont minuscules, qui ne font que quelques kilomètres de taille à peine, ils sont déjà le plus proche, il est à des milliers d'années-lumière, donc il y a aucun problème. Alors, de notre côté, c'est un peu dommage que les trous noirs soient si loin, parce que je suis sûr que certains d'entre vous avez aimé la science-fiction, vous lisez des romans de science-fiction, vous êtes peut-être allé au cinéma, voir des films comme Interstellar qui nous racontent des histoires un peu fascinantes. On peut utiliser les trous noirs pour voyager dans l'espace et le temps, avec cette fameuse porte des étoiles. Moi, j'ai rien compris. C'est vraiment pas compris. Alors, utopie que je tiens notamment, entre autres choses, un blog qui s'appelle Luminescence. On m'a demandé d'expliquer un petit peu la physique d'Interstellar, donc j'ai écrit toute une série de billets expliquant un petit peu comment ça fonctionnait. Enfin, grosso modo, voilà, dans ce film, les voyageurs du futur qui veulent aller échapper à la Terre tellement que c'est devenu un lieu totalement inhabitable, on s'achemine vers ça, veulent explorer l'espace très lointain, mais bien au-delà des étoiles proches, dans d'autres galaxies. Et actuellement, limité par la vitesse de la lumière, le seul moyen, c'est d'emporter des raccourcis bizarres de l'espace-temps. Raccourcis qui sont prévus par la théorie d'Einstein et notamment les trous noirs. Si vous rentrez dans un trou noir, il y a une petite possibilité théorique, c'est pas garanti, mais une possibilité qu'au lieu de rester coincé dans le trou noir, vous empruntez une sorte de tunnel, un raccourci de l'espace et du temps qui va vous faire sortir ailleurs très loin dans l'univers. Voilà. Donc voilà, on a beaucoup rêvé, fantasmé sur ces portes des étoiles. Mais si elles sont très éloignées de nous, comment y arriver à la porte des étoiles? C'est bon d'avoir une porte qui va donner sur un raccourci, mais il faut arriver à la porte. Si l'univers est fait de matière, d'espace et de temps, comment se fait-il qu'on peut voyager dans l'espace et pas encore dans le temps? Alors nous voyageons déjà dans le temps, c'est-à-dire dans le futur. On peut d'ailleurs même voyager à des vitesses différentes dans le futur, à l'aide de la vitesse. Vous savez que les lois de la relativité nous disent que le temps est en quelque sorte élastique. Nous avons notre temps à nous avons notre temps propre. Alors on peut tous se mettre d'accord, on a des horloges bien synchronisées, etc. Mais si par exemple je me mettais, moi, à voyager, à prendre une fusée, à voyager à très grande vitesse, une fusée, comme je ne sais pas encore faire, une fusée qui permettrait d'atteindre, ou d'approcher, pas d'atteindre, d'approcher la vitesse de la lumière, je fais un grand tour, je partirai d'Aix-en-Provence, je vais explorer, avec ma fusée, je vais explorer le barrage du centre du trou noir galactique, à 30 000 années-lumière, etc. Donc c'est extraordinairement loin, évidemment. Et puis je reviens. Pour moi, j'ai fait mon voyage, parce qu'à mesure qu'on approche de la vitesse de la lumière, le temps se raccourcit, il tend vers zéro. Pour moi, je vais faire mon voyage, ça va durer 5 ans, 10 ans, je vais revenir un petit peu, vieillir, etc. Et quand je reviens sur Terre, je suis désolé, mais vous n'existez plus, la civilisation n'existe plus, parce que sur Terre, se sont écoulés 30 000 ans. Ouais. Donc les voyages dans la jeunesse, voyageurs. Donc on peut voyager donc on voyage dans le futur. Alors une autre grande question que l'on se pose aussi, est-ce qu'on peut voyager dans le passé? Alors il y a des grands principes de la physique qui sont aussi un petit peu des principes de logique, ça s'appelle le principe de causalité. En général, on pense que la cause doit précéder l'effet. Maintenant, si vous voyagez dans le passé, vous créez des quantités de paradoxes, qui sont des paradoxes temporels, parce qu'en voyageant dans le passé, vous pouvez modifier le futur, et donc vous pouvez modifier entre autres les conditions qui vous ont permis de voyager dans le passé. Bon, vous savez, il y a un célèbre roman de Barjavel qui s'appelle Le voyageur imprudent, qui raconte un voyageur qui va dans le passé et qui imprudemment tue quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est l'un de ses ancêtres. Un de ses ancêtres avant qu'il n'ait des enfants. Comment c'est possible qu'il le tue? Parce que s'il le tue avant qu'il ait des enfants, il n'a pas pu naître pour aller le tuer, et ainsi de suite. Vous voyez le genre de raisonnement. Ce sont des paradoxes dans le remarquable triptyque Retour vers le futur. On a ce paradoxe du temps. Oui. Au moment où le héros arrive dans le passé, et le savant qui ne veut pas le voir lui dit: mais non, vous ne pouvez pas voyager dans le temps. Quel est le président des États-Unis aujourd'hui? Il répond: Ronald Reagan, donc il ferme la porte. Je peux avec la porte-clés en disant: c'est impossible. Voilà le paradoxe du voyage dans le temps. Oui. Alors étrangement, vous pouvez penser que donc c'est une absurdité, et alors ça doit être interdit par les lois de la physique.
Ben, c'est pas sûr du tout, parce qu'il se trouve que certains développements de la physique permettraient, dans certaines conditions, circonstances, de voyager dans le passé. À commencer par les trous de verre, précisément. Les trous de verre sont ces structures bizarres qui éventuellement se trouveraient au fond des trous noirs. Et vous pouvez plonger dans un trou noir, emprunter un trou de verre, et a priori, vous ne savez pas où vous allez déboucher dans l'espace et le temps. Et vous pouvez éventuellement déboucher dans votre propre passé. Alors, peut-être que ça ne crée pas de paradoxe, parce que si vous débouchez dans votre propre passé, mais dans un lieu extrêmement lointain de l'univers, vous n'allez pas pouvoir influencer les conditions de départ. Bon, donc vous voyez, il y a des questions qui sont fondamentales, qui sont heureusement pas résolues par la physique d'aujourd'hui. Je dis heureusement, c'est pour ça qu'on continue à faire ce métier. Parce que vous avez le vertige, c'est pas parce que la Terre tremble, c'est dû à notre conversation. Il donne, c'est vrai, absolument le vertige. Alors, on va revenir sur un autre sujet que vous avez évoqué au départ. Un écrivain très connu, Fernando Santos, qui écrit des romans de science-fiction, des intrigues, mais toujours fondés sur des recherches scientifiques, qui prétendent que personne ne peut démontrer que ce qu'il dit est faux, prétend que la vie extraterrestre, on en a la preuve. Ah, on voit bien. On n'a pas encore la preuve, au sens scientifique du terme, une preuve de définitive et absolue. Voilà. On a beaucoup d'arguments, qui ne sont pas encore des preuves. Vous savez que donc il y a des recherches d'une vie fossile sur Mars, d'où la justification de quelques missions martiennes présentes et futures, puisqu'on pense que dans son passé lointain, la jeune planète Mars, formée à peu près dans les mêmes conditions que notre planète Terre, connaissait précisément les mêmes conditions. Il y a une atmosphère, de l'eau à l'état liquide, etc. Et donc, on peut faire un pari scientifique relativement raisonnable, sachant que la vie est apparue très tôt dans l'histoire de la Terre, grâce au moins à 3 ingrédients qui sont la chimie du carbone, c'est-à-dire la chimie du complexe, de l'eau à l'état liquide et une source d'énergie. Ces conditions étant présentes également dans la jeune planète Mars, c'est-à-dire que peut-être il y a eu également le démarrage de la vie sur Mars à l'époque où la vie a démarré sur Terre. Après, bon, le destin de Mars a beaucoup changé, il a perdu son atmosphère, c'est devenu un désert aride et froid, il y a plus d'eau à l'état liquide, etc. Et donc, s'il y a de la hélice, c'est un état fossile. Et ce serait déjà pas mal. Hein. Mais dû à quoi le changement radical des conditions de vie sur Mars? Eh bien, les planètes sont nées dans les mêmes conditions, puis leur destin ont bifurqué en fonction de différents facteurs. L'éloignement du Soleil joue un rôle, mais pour Mars, ce qui a joué le rôle majeur, c'est que Mars est une planète moins massive que la Terre, et donc il n'a pas réussi à garder longtemps son atmosphère. Parce que figurez-vous que les atmosphères des planètes ont tendance à être soufflées par ce qu'on appelle le vent solaire, c'est-à-dire le flot de rayonnement et de particules émis par le Soleil qui souffle les atmosphères. Si vous avez la gravité de la planète suffisante pour retenir longtemps l'atmosphère, c'est bon. C'est le cas de Vénus, c'est le cas de la Terre. Pour Mars, non. Donc Mars a perdu son atmosphère. Donc, espoir, peut-être des bactéries fossiles sur Mars, et si on les trouvait, la question de la vie dans l'univers serait résolue. Il suffit de trouver un seul exemple hors Terre d'une forme de vie, aussi primitive soit-elle, même si elle est fossilisée, si c'est un virus de rien du tout, fossilisé depuis 4 milliards d'années, mais que ça prouvera déjà que les conditions nécessaires pour l'émergence de ce virus, c'était les mêmes que sur Terre. Et donc, on va pouvoir extrapoler à l'ensemble de l'univers. Parce que là, justement, ce que je vais vous dire, c'est que on commence à chercher sur Mars. Rien ne garantit qu'on va trouver quelque chose. Alors, on va aller dire, mais dans le système solaire, est-ce qu'il y a d'autres endroits intéressants? Eh bien, on s'est aperçu, grâce justement à l'exploration spatiale, des vaisseaux spatiaux qui sont allés dans le système solaire et qui ont commencé à explorer les planètes plus lointaines. Vous savez, autour de Jupiter, Saturne, etc., bon, ce sont des grosses planètes gazeuses, il n'y a pas de surface solide, on ne va pas se poser dessus, mais autour, il y a une quantité de satellites rocheux et glacés qui tournent autour. Et autour de nombre de ces satellites-là, dont certains sont presque aussi gros que la Lune, recouverts de glace, il y a un cœur chaud. Et donc on fait des modèles d'intérieur de ces satellites naturels avec des océans subglaciaires, c'est-à-dire de l'eau à l'état liquide, qui n'est pas à l'air libre évidemment parce qu'il fait trop froid, mais protégé de l'espace par une couche de glace. Et on est en train de se dire qu'il y a peut-être des formes de vie primitives dans ces océans subglaciaires, donc finalement autour de ces corps, on orbite autour de Jupiter, de Saturne, etc. Et on a des missions spatiales prévues dans les prochaines décennies pour aller se poser sur ces corps-là et éventuellement accéder à l'océan subglaciaire pour voir si on trouve les cousins des petites bactéries, enfin, des premières bactéries terrestres, mais qui ne seraient pas possibles.
qui serait donc aujourd'hui. Et puis en extrapolant, et là on arrive également sur un des sujets les plus brûlants de la recherche, en extrapolant plus loin, hors du système solaire, là, vous savez que les autres étoiles, ce sont d'autres soleils. Donc elles sont entourées également de planètes, de comètes, d'astéroïdes, tout un ensemble de choses. Là, on appelle ça donc les exoplanètes. Ce sont les planètes qui sont en orbite autour d'autres étoiles que le Soleil. On a commencé à les découvrir seulement à la fin des années 90. Bon, on en soupçonnait l'existence depuis le temps de Galilée, mais on n'avait pas les moyens télescopiques de les mettre en évidence. Et on les a depuis à peu près 20 ans. Et maintenant, le catalogue s'allonge tous les jours, on en a des milliers, ça veut dire que tout simplement, chaque étoile, évidemment, des planètes autour. Ce qui fait que, si vous avez, je vous ai dit tout à l'heure, on pense qu'il y a des centaines de milliards d'étoiles dans une galaxie donnée, chaque étoile a plusieurs planètes, donc déjà il y a 1000 milliards de planètes dans une galaxie. Et comme vous avez 1000 milliards de galaxies, ça fait 1 million de milliards de planètes dans l'univers observable. On vous dit maintenant, bon, on va chercher, si on veut chercher de la vie, on va aller chercher sur des planètes. Bon, voilà, ce serait quand même bien le diable, c'est le cas de le dire, si ça s'était produit que sur la seule planète Terre, ça paraît invraisemblable. Et ce n'est pas une preuve. Malheureusement, statistiquement, ça paraît très favorable. Et tant qu'on n'est pas exactement toutes les conditions nécessaires à l'émergence de la vie, parce que je vous ai déjà parlé de 3 conditions. Alors, si ça suffit, les 3 conditions, hein, j'ai vu du carbone, l'énergie, ou l'état liquide, alors, regardez la vie un peu partout. Rien ne garantit que ça suffit. Il y a des physiciens, des astrophysiciens, des qui disent qu'il faut une combinaison d'autres facteurs, des paramètres supplémentaires qui s'ajoutent. À chaque fois que vous rajoutez une contrainte supérieure, vous diminuez la probabilité. Donc, tant qu'on n'est pas sûr d'avoir découvert quelque chose réellement de probant, on ne peut pas affirmer qu'il a de la vie ailleurs dans l'univers. Et quand même, dans la communauté, on a quand même tous tendance à penser qu'on va avoir cette preuve dans les prochaines années ou dans les prochaines décennies. Voilà. Et notamment, grâce également à l'observation à distance des exoplanètes. Parce qu'on a on appelle des biomarqueurs, c'est-à-dire dans l'atmosphère d'une planète, si vous observez à distance la trace d'une combinaison de gaz particuliers qui sont le dioxyde de carbone, à lui seul ça ne suffit pas, parce qu'il y en a de partout, de la vapeur d'eau, de l'oxygène, de l'ozone et du méthane, ce sont des biomarqueurs. Si vous avez ces 5 biomarqueurs, c'est une signature du vivant. Et donc, on a l'espoir, dans les prochaines années, de déployer de grands télescopes spatiaux qui vont faire des analyses de la composition chimique des exoplanètes. Et si on trouve ces biomarqueurs, on aura la réponse. Sans savoir si ce sont des pieuvres, des éléphants verts, de la fin rose, ou des éléphants de vie totalement bizarres, mais on saura qu'il y a de la vie sur ces planètes-là. Et ce sera un grand moment de l'histoire de l'humanité, bien entendu, sur le plan philosophique, pas seulement scientifique. Sur les météorites, on n'a rien trouvé. Contrairement à ce qu'on a... Alors, ce qui est intéressant, la question est très intéressante parce qu'en fait, ce que l'on trouve déjà dans notre système solaire, les toutes les pierres qui tombent du ciel, qui viennent de l'astéroïde, des comètes, etc., on trouve, pas évidemment de bactéries, sinon on l'aurait mais on trouve les briques fondamentales. Les briques fondamentales, c'est, je vous dis, c'est des molécules organiques très complexes, les acides aminés, par exemple. Eh bien, on trouve plein les mêmes acides aminés qui constituent le vivant sur Terre, on les retrouve dans les comètes, dans certaines météorites qui tombent sur Terre, etc. Alors, tout ça, effectivement, ce sont des indications, des supports très favorables au fait que les conditions physico-chimiques qui ont permis l'émergence du vivant sur Terre se trouvent réparties partout dans l'univers. Comme je le répète, peut-être que ça ne suffit pas. Il faut autre chose. Vous l'avez dit, on va passer la parole au public aujourd'hui. Vous l'avez bien dit, ça serait, on trouvera la preuve définitive de l'existence du nucléaire, une révolution extraordinaire au niveau philosophique. Oui, je prendrai sans doute son temps pour diffuser dans toutes les couches de la connaissance. Vous avez dit, il y a encore 40% de la population qui ne sait toujours pas que la Terre est ronde tourne autour du Soleil, avec 400 ans d'écart avec Galilée. Pour un certain temps, pour la diffusion de la science, vous avez dit, on vous l'aurait dit, sur les d'avis, on vous l'aurait dit. Est-ce que c'est tellement sûr? Oui, non, il y a la théorie du complot. Voilà. Non, on ne vous casse rien. Bien, ce soir, pour la monsieur. Pensons-nous sur les ondes gravitationnelles depuis la découverte en 2014-2015 par les deux laboratoires américains, celui de l'Italie ne fonctionnait pas. Où en sommes-nous actuellement? Oui, vous faites bien de le dire parce que ça fait partie des dernières grandes nouvelles de l'univers. Effectivement, on ne va pas faire avec moi, j'avais prévu d'en parler, puis je ne parle
évidemment avec les mains que je dis. Et ça a en particulier rapport avec justement les trous noirs. Les ondes gravitationnelles, dont parle monsieur, donc, je vous le rappelle, en fait, c'est aussi l'une des conséquences incontournables de la théorie d'Einstein en réalité générale. Je vous dis que l'espace est non seulement un petit peu élastique, mais il vibre en permanence. Et vous avez des phénomènes violents, des trous noirs qui se forment, des trous noirs qui rentrent en collision. L'espace lui-même vibre, et ces vibrations se traduisent par une sorte d'ondulation de la courbure de l'espace qu'on appelle des ondes gravitationnelles. Donc on sait depuis 100 ans que normalement elles devraient exister. Simplement, leur amplitude est tellement faible qu'il a fallu des efforts technologiques absolument incroyables, mais un siècle d'efforts technologiques pour enfin réussir à fabriquer des instruments sensibles à ça. Et la première détection directe des ondes gravitationnelles, ça a été un immense événement de l'histoire de l'astronomie, ça restera un grand événement, à Lyon en 2015, pour la première fois, on a détecté, grâce à 2 appareils qui étaient aux États-Unis, depuis on en a rajouté un 3e tête en Europe, on a détecté la fusion de trous noirs. En tout cas, on a détecté des ondes gravitationnelles que l'on interprète, parce qu'on fait toujours interpréter, c'est ça que l'on interprète, parce que le modèle était très convaincant, on interprète par la fusion de 2 trous noirs qui ont formé un trou noir unique en libérant une partie de leur masse sous forme d'énergie gravitationnelle que nous avons captée. Et c'est une nouvelle forme de l'astronomie. Il y avait l'astronomie électromagnétique, l'astronomie de la lumière, etc., toutes longueurs d'onde confondues, rayonnement radio, l'infrarouge, on observe le ciel sous toutes les coutures électromagnétiques, pas seulement visibles comme vous le savez. Après, il y a une autre astronomie dans les années 70 qu'on appelle l'astronomie des neutrinos, c'est-à-dire que ce sont des particules élémentaires qui n'ont rien à voir avec la lumière et qui sont émises notamment par le cœur des étoiles, les étoiles qui explosent, le Big Bang lui-même, et ces neutrinos transportent une information différente de la lumière, et on a des télescopes à neutrinos, on a aussi donc une autre fenêtre qui s'est ouverte, et puis là on a la fenêtre gravitationnelle. Et c'est la plus prometteuse de toutes, parce que la lumière peut être cachée, peut être absorbée, etc., tandis que rien ne cache, rien n'absorbe les rayonnements gravitationnels, et notamment les trous noirs, précisément. Monsieur, vous évoquiez que le cosmos n'avait pas de limite. Quelle est la signification du mur de Planck? Le mur de Planck. Oui, le mur de Planck. Est-ce une limite réelle? Alors, effectivement, quand j'ai évoqué tout à l'heure le modèle standard de Big Bang, et j'ai dit qu'il se heurtait tout de même effectivement à une limite lorsqu'on extrapole trop près des premières toutes fractions de seconde. Précisément, cette extrapolation de la théorie classique elle perd son sens parce qu'à un moment donné, forcément, il faut faire intervenir les phénomènes relevant de la physique quantique. Voilà. Et ce que l'on appelle donc le mur de Planck, ce serait en fait une limite au-delà de laquelle actuellement, nos moyens actuels, nos théories actuelles ne seront pas capables de remonter à cause précisément de l'intrusion de la physique quantique dans le cœur même de la théorie classique et de la relativité générale. Mais ce mur de Planck qui serait quand même extrêmement proche de l'hypothétique temps zéro. Ça se mesurerait en milliardième de seconde, qui pour l'instant échappe à nos théories. Ce qui veut dire que la fusion entre la physique quantique et la physique d'Einstein vont d'un jour. Alors ça fait partie des plus grands votes. On peut appeler ça le Graal de la physique théorique du XXIe siècle. Précisément, moi, je travaille maintenant sur cette théorie-là, après avoir travaillé sur les trous noirs, les énergies fondées, etc. Le grand enjeu théorique, c'est ça. Essayer de marier 2 personnes qui s'aiment pas du tout. Et ces 2 personnes qui s'aiment pas du tout, c'est la relativité générale, et qui se trouvent très très bien chacune dans leur coin. La relativité générale marche formidablement bien, théorie de la gravitation, c'est plutôt l'univers à grande échelle. La physique quantique, c'est plutôt la théorie d'infiniment petit, structure de l'atome, particules élémentaires, interaction fondamentale. Ça marche aussi extraordinairement bien, comme on va l'écrire. Voilà. Et normalement, dans la plupart de la situation, on n'a pas besoin de les marier, ces choses-là. Mais quand on s'interroge, on pousse un petit peu au maximum nos modèles, tentatives de comprendre l'univers, qu'est-ce qui se passe vraiment au fond d'un trou noir? Ou qu'est-ce qui s'est passé au tout début de l'univers? Forcément, vous aviez énormément de matière et d'énergie qui devaient être concentrées dans un volume de plus en plus petit. Alors, pour éviter le point singulier et l'absurdité, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de quantique qui s'est produit à un certain moment. Donc, pour résoudre ces questions, il faut élaborer de nouvelles théories, qu'on appelle les théories de gravitation quantique. On se casse les dents dessus, les plus brillants esprits. Einstein avait commencé lui-même, il avait échoué dans les années 40, et les plus brillants esprits de la physique théorique, j'entends, se cassent les dents dessus depuis 40 ans. Alors,
Bon, par faute d'avoir beaucoup d'imagination, vous avez peut-être entendu parler de la théorie des cordes, par exemple. Bien, c'est une tentative élégante, jolie, qui pose plein de problèmes. Il y a d'autres approches, la gravité quantique à boucle, enfin, je ne dirais pas tout ça. Donc, le prochain bouquin sera consacré précisément, ça s'appelait Les cubes du vide. Ça fait écho, justement, ça sera répété sur les cubes du vide. Ça fait écho à l'histoire un petit peu que j'ai raconté de façon très métaphorique sur ce vide quantique dont l'énergie bouillonne en permanence. Et finalement, ce que nous croyons être la réalité des choses, notre univers et les autres univers, ce n'est que les cubes de ce vide. Attendez, monsieur, tout à l'heure, Patrice Zère, vous avez posé la question qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang. Parlez plus fort. Patrice Zère, oui, ils m'ont dit qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang. Mais en fait, peut-on considérer que finalement, le temps a commencé également avec le Big Bang, les quatre dimensions sur les notes, et que la notion d'avant, que le temps n'existait pas plus que le reste, ne se pose pas. Oui, alors précisément, ce que j'évoquais, c'était le paradoxe du port temporel, de la même façon que je disais qu'il y a un paradoxe du port spatial, le paradoxe du port temporel. Si le Big Bang c'est le temps zéro, c'est donc le début du temps, donc on se heurte à la question, mais alors, qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Alors, tant qu'on ne commençait pas à développer ces théories, qui, je répète, sont encore des théories nouvelles, qui sont encore spéculatives, hein, on ne peut rien affirmer, mais qui commencent à envisager des scénarios d'avant le Big Bang, on ne pouvait pas répondre à la question, en tout cas de façon satisfaisante. Moi, on me posait la question, ça fait évidemment 35 ans, 40 ans que je fais des conférences de vulgarisation sur le Big Bang, et donc, à chaque fois que je parlais du Big Bang, au début, je disais, ben, le Big Bang c'est le temps zéro, hein, on n'avait pas de solution alternative. Évidemment, on me posait la question de façon très pertinente, mais monsieur, comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Alors, comment répondre à ça? Je dirais, votre question n'a pas de sens, parce que avant, c'est déjà une notion temporelle. Donc, si le Big Bang c'est le début du temps, on ne peut pas parler d'un avant Big Bang. On était content de ce genre de solution. Alors, parfois aussi, je citais la célèbre réponse qu'aurait donnée Saint-Augustin à quelqu'un qui lui posait la question analogue, pas tout à fait sur le Big Bang, mais c'est Dieu, à l'époque c'est Dieu, c'est pas le Big Bang, c'est Dieu qui crée l'univers. On lui posait la question, mais que faisait Dieu avant la création? Ce qui revient tout à fait à qu'est-ce qu'il avait-il avant le Big Bang. Et il aurait répondu, c'est des choses que je trouve absolument géniales, il préparait l'enfer pour ceux qui posent la question.